Plusieurs fois dans mes vidéos, vous avez entendu le terme capacité conditionnelle, capacité coordinatrice. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo ou des vidéos pour parler spécifiquement de ces différentes capacités qui sont fondamentales dans l'apprentissage de la motricité. Alors, cette vidéo, je parle des capacités conditionnelles. Disons que les capacités conditionnelles sont des capacités qui reposent sur l'efficacité du métabolisme énergétique et qui sont limitées par la disponibilité d'énergie, par les conditions organiques musculaires de l'homme. Les capacités conditionnelles, disons, sont mesurables de façon nette et précise, contrairement aux capacités coordinatrices qui sont difficiles à mesurer. Alors, disons que les capacités conditionnelles sont principalement trois. On peut ajouter un quatrième, mais c'est trois principalement. Je vous expliquerai pourquoi on peut ajouter un quatrième. On a la force, on a la résistance, on a la vitesse. Le quatrième qu'on peut ajouter qui se place à cheval, c'est-à-dire entre les capacités conditionnelles et les capacités coordinatrices, c'est la mobilité articulaire ou encore la flexibilité articulaire. En ce qui concerne la force, déjà, on peut avoir plusieurs définitions de force. Et il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cette thématique et qui ont défini la force à leur façon. La définition que je retiens de la force, c'est la capacité du muscle squelettique à produire une tension dans diverses manifestations. Ensuite, une autre définition qu'on peut donner, c'est la capacité de surmonter une résistance externe ou de s'y opposer avec un effort musculaire. Maintenant, quels sont les différents facteurs qui influencent sur la force? On a principalement la quantité et la typologie des fibres musculaires. Des trois types de fibres musculaires, on a les fibres de type 1, on a les fibres de type 2A, on a les fibres de type 2B. On a aussi comme facteur qui influence la section transversale du muscle. On a la vitesse angulaire du mouvement. On a ce qu'on appelle en anglais range of motion, c'est-à-dire l'amplitude du mouvement. Et enfin, on a les capacités coordinatrices. Maintenant, je peux dire qu'on peut identifier plusieurs types de forces. On peut avoir la force maximale, on peut avoir la force résistante, on peut avoir la force rapide, et j'en passe. En ce qui concerne la force maximale, disons que c'est la force la plus élevée que le système neuromusculaire peut exprimer avec une contraction. La force résistante, c'est la capacité de l'organisme à maintenir pendant un temps relativement long des performances de force d'intensité modérée. Passons à la force rapide. C'est la capacité du système neuromusculaire à surmonter le résistant avec une contraction. Il y a tellement de types de forces qui peuvent être définies en fonction du poids, en fonction de la masse musculaire, en fonction de plusieurs autres éléments que je ne vais pas citer ici parce que c'est tellement long. Passons au deuxième la deuxième composante de capacité coordinatrice, c'est-à-dire la résistance. Avant de parler de résistance, il va falloir déjà la définir. La résistance, qu'est-ce que c'est? La résistance, c'est simplement la capacité à maintenir une activité motrice en utilisant principalement des sources d'énergie de type aérobie. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des différents... J'ai évoqué les différentes sources d'énergie. Si on revient dans le domaine sportif, qui est le domaine qui m'intéresse le plus, c'est la résistance peut être définie comme la capacité de se déplacer au rythme le plus élevé possible, sans diminuer ou baisser l'efficacité de la performance. On peut avoir la résistance de longue durée, c'est-à-dire 10 minutes et plus. Comme par exemple, on peut avoir les activités comme le marathon ou le triathlon. On peut aussi ensuite avoir la résistance de moyenne durée, qui va de 2 à 10 minutes. On a les activités comme l'athlétisme. Dans l'athlétisme, on a le 1500 mètres, le 3000 mètres. Enfin, on a la résistance de courte durée, qui va de 45 secondes à 2 minutes. Aussi, dans l'athlétisme, on a le 400 ou le 800 mètres. Quels sont maintenant les facteurs qui influencent la résistance? Alors, on peut avoir trois grands types de facteurs. Ces facteurs peuvent être physiologiques, ces facteurs peuvent être psychologiques et ces facteurs peuvent être coordinatifs. En ce qui concerne les facteurs physiologiques, il faut dire qu'il y a le niveau de vascularisation musculaire, il y a le contenu en oxygène dans le sang et les sources d'énergie. On peut aussi évoquer la capacité d'absorption et d'utilisation d'oxygène, la capacité de stockage et transformation des sources d'énergie et enfin l'efficacité de l'appareil cardio-circulatoire et respiratoire. Les facteurs d'ordre psychologique, il y a un intérêt d'abord pour l'activité en question, une volonté, une forte motivation. Il y a des stimuli externes tels que l'environnement
l'encouragement du public, l'encouragement de la famille, des supporters. Et maintenant, en ce qui concerne les facteurs, le dernier type de facteur qui est le facteur coordinatif. Il y a déjà la préparation spécifique pour le travail à effectuer. Il y a une automatisation correcte du mouvement. Il faut maîtriser le mouvement que tu veux effectuer. Il y a une économie du geste. Il y a une répartition correcte de l'effort et la coordination des mouvements qui comprend l'alternance correcte entre la contraction et le relâchement de différents groupes musculaires qui sont antagonistes et agonistes. Passons au troisième élément qui est la vitesse. En ce qui concerne la vitesse, on peut définir la vitesse comme la capacité qui permet de réaliser un mouvement en un minimum de temps possible. Donc on peut avoir plusieurs types de vitesse. Donc la vitesse cyclique, la vitesse acyclique, que je peux définir comme la vitesse acyclique, je peux définir comme une accélération maximale et une exécution des mouvements individuels ou combinés. La vitesse cyclique, c'est une accélération et une exécution des mouvements individuels avec le nombre de mouvements effectués dans l'unité du temps. J'ai fait une vidéo précédente où j'ai évoqué les termes cycliques et acycliques. Maintenant, on peut aussi évoquer la vitesse d'accélération, la vitesse de décélération, la vitesse de résistance. Tout ça, toutes de résistantes. La vitesse résistante, pour dire qu'il y a énormément de types de vitesse. Je ne veux pas m'attarder pour citer tous ces types de vitesse. Les classifications que je viens de faire nous font comprendre à quel point les concepts de vitesse, de force, de résistance sont interdépendants et c'est corrélé entre eux. Et je vais finir la vidéo en parlant du dernier point que j'ai évoqué, qu'on pouvait mettre qu'on pouvait mettre soit dans les capacités conditionnelles comme les capacités coordinatrices, qui est la mobilité articulaire ou encore la flexibilité articulaire. C'est tout simplement la capacité de nos articulations à nous permettre d'exécuter des mouvements à leur amplitude maximale. En d'autres termes, c'est-à-dire la capacité du muscle squelettique à s'étirer et à retrouver sa longueur physiologique sans subir de traumatisme. Disons que la mobilité dépend des caractéristiques anatomiques et structurelles des articulations, mais aussi de la capacité des muscles antagonistes impliqués dans les mouvements à s'étirer facilement. Parce que quand on parle de muscles, c'est une erreur de dire souvent, on parle de muscles, on parle le plus souvent, les muscles n'agissent jamais seuls, ce sont les groupes musculaires. Parce qu'il y a les muscles agonistes et les muscles antagonistes. L'exemple parfait, c'est l'exemple du biceps et du triceps, qui sont l'exemple par excellence. Alors, pour finir, il faut dire que la mobilité articulaire varie selon des facteurs qui peuvent être congénitaux, c'est-à-dire les caractéristiques élastiques des capsules articulaires, des ligaments ou encore des muscles. Ça peut être des facteurs qui sont liés au développement, liés à l'âge, au sexe, parce qu'il faut savoir que le plus souvent les femmes, la gente féminine a une mobilité articulaire plus élevée que la gente masculine. Et enfin, l'autre facteur que je peux citer, c'est que ça dépend aussi de l'utilisation habituelle des articulations. Parce que, pour finir, si je prends l'exemple d'un gymnaste, les gymnastes ont une mobilité articulaire très élevée, surtout ceux qui font la gymnastique artistique. Contrairement peut-être je sais pas trop, à un footballeur.